Le camion semblait être une simple cargaison de ciment, une routine au point de contrôle. Pourtant, quand les douaniers ont soulevé le couvercle, ils ont découvert bien plus que des matériaux inoffensifs. Ce qu'ils ont trouvé aurait pu changer le destin du Burkina Faso. Des explosifs, du cyanure, des médicaments contrefaits, des armes de destruction dissimulées, en toute simplicité. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, une mission de surveillance discrète s'est transformée en une lutte pour l'âme même de la nation. Mais comment un petit détail a-t-il déclenché une telle révolution? Et surtout, pourquoi est-ce si crucial pour l'avenir du pays? Le Burkina Faso, souvent réduit à des titres de souffrance et de violence, est sur le point de redéfinir son avenir. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, une nouvelle vision émerge, celle d'un pays capable de se défendre, de se réinventer sans l'aide extérieure. Les enjeux sont immenses. Alors que des réseaux de contrebande et des forces terroristes cherchent à déstabiliser la région, l'intégrité du pays est mise à l'épreuve. La question qui se pose, le Burkina Faso pourra-t-il vraiment protéger sa souveraineté face à des menaces invisibles mais mortelles? Traoré, malgré son jeune âge, incarne un espoir de résilience, mais le chemin est semé d'embûches. Les autorités doivent naviguer entre la peur du monde extérieur et leur propre lutte intérieure pour la dignité. Si le pays échoue à défendre ses frontières, ce ne sera pas seulement une défaite militaire, mais un coup porté à l'identité même de la nation. Mais si le Burkina Faso réussit, ce sera un modèle de souveraineté et de renouveau dans une région souvent perçue comme ingouvernable. La nation se tient à la croisée des chemins. La découverte d'explosifs et de cyanure dans un simple camion de ciment marquait le début d'un retournement majeur pour le Burkina Faso. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Tout commence avec une réalité souvent ignorée. Le Burkina Faso, situé au cœur du Sahel, est un carrefour stratégique pour les réseaux criminels. Pendant des décennies, le pays a souffert d'instabilité, entre coups d'État, insécurité et pauvreté. Cependant, à partir de l'automne 2022, un vent de changement a soufflé sur le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, à peine dans la trentaine, a pris les rênes de l'armée et a lancé une série de réformes audacieuses. Sa mission, reconstruire un État souverain, fort de sa propre indépendance. Les points de contrôle, jadis utilisés par les contrebandiers, se sont transformés en bastions de responsabilité. Les douaniers ne se contentaient plus de surveiller les marchandises, mais se sont transformés en gardiens de la nation, scrutant les moindres signes de menace. Le Burkina Faso n'était plus simplement un point de passage pour les trafiquants d'armes ou de drogue. Il devenait un terrain de lutte, une zone où chaque douanier, chaque officier de police et même chaque civil avait un rôle crucial à jouer. Le travail des douaniers a rapidement évolué en un véritable test pour la nation. Pouvait-elle se défendre seule, sans l'aide extérieure? L'implication de Traoré allait au-delà de la simple application des lois. C'était une bataille pour la dignité, pour l'identité du pays. Les réformes de l'État, bien qu'encore fragiles, ont jeté les bases d'une nation prête à lutter contre les menaces internes et externes. Mais le plus grand défi restait à venir. Ce camion, apparemment anodin, portait en lui bien plus qu'une cargaison. Il annonçait le début d'une guerre cachée où chaque décision pourrait déterminer l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'était pas simplement un capitaine de l'armée. Il représentait un espoir, une vision d'un Burkina Faso réémergent. D'un pays accablé par la pauvreté et les conflits, il devenait un symbole d'une lutte plus grande que les simples batailles militaires. Lors de ses premiers mois en tant que dirigeant, il se distingue par sa ferme détermination à ne pas se laisser dicter par les puissances étrangères. Contrairement à de nombreux dirigeants du Sahel, il n'a pas cherché à obtenir une aide militaire internationale. Au contraire, il a misé sur la force intérieure de son pays en redéfinissant les rôles des forces de sécurité et des civils. Sous son commandement, le Burkina Faso a entamé une série de réformes qui ont secoué les fondations mêmes de l'administration publique. Les douanes, longtemps corrompues, sont devenues des instruments de défense nationale. Les points de contrôle, autrefois des lieux de contrebande, ont été transformés en forteresses de responsabilité et de sécurité. Ce changement, bien qu'invisible aux yeux du monde extérieur, a eu un impact profond sur le moral de la population. Les citoyens ont commencé à voir en leurs forces de l'ordre non pas de simples exécutants de lois, mais des gardiens d'un avenir plus sûr.
L'un des moments clés de l'ascension de Traoré fut la mise en place d'une nouvelle stratégie de surveillance et de contrôle des frontières. Ce qui semblait être un exercice de routine, comme celui de surveiller des camions, est devenu une mission de vie ou de mort pour la nation. La décision de faire face à des réseaux criminels internes a immédiatement porté ses fruits. Mais une découverte inattendue allait mettre toute la stratégie à l'épreuve, un test que Traoré n'aurait jamais pu anticiper. Le tournant décisif dans l'histoire récente du Burkina Faso commence un soir de décembre 2024, lorsqu'un camion suspect franchit un point de contrôle éloigné à la frontière avec le Mali. Initialement, il semble s'agir d'un transport ordinaire de ciment, mais un léger écart dans la documentation attire l'attention des douaniers. Ce petit détail, une date de livraison suspecte, pousse l'inspecteur en charge à faire une vérification plus approfondie. Ce qui aurait pu être un simple retard dans les papiers devient rapidement un acte de vigilance capitale. À partir de ce moment-là, la machine de la surveillance entre en action. Le camion est suivi discrètement, ses trajets sont scrutés. Après quelques semaines de surveillance, un modèle se dessine. Des camions transportant des matériaux de construction, toujours en fin de journée. Mais aucun chantier n'était jamais visible. Ce n'est plus un simple cas de contrebande, mais une route clandestine utilisée pour des objectifs bien plus sombres. Les douaniers, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, mettent en place une opération secrète. 6 agents sont envoyés en mission sous couverture, sans aucune publicité. Pendant 3 mois, ils vivent dans des conditions difficiles, dormant dans des camions, se mêlant à la population locale et récoltant les preuves nécessaires. La tension monte à chaque jour qui passe. Chaque renseignement qu'ils collectent devient une pièce du puzzle, mais ils savent qu'un faux pas pourrait tout compromettre. Le pays entier est sur le fil du rasoir, et les enjeux sont bien plus grands que le simple trafic de marchandises. Enfin, un jour, l'équipe d'enquête reçoit un indice capital. Un convoi tente de contourner le point de contrôle principal. C'est l'opportunité qu'ils attendaient. Ils savent maintenant qu'ils ne font pas face à un simple réseau criminel, mais à une organisation beaucoup plus vaste, un acteur clé dans un complot visant à déstabiliser le pays. L'heure de l'action est arrivée. Sous un ciel gris et lourd, l'opération se déroule sans un seul coup de feu. Les douaniers n'ont besoin que de leurs compétences et de leur détermination. Ils interceptent les camions, encerclent les véhicules dans un silence presque total et ouvrent les compartiments. À l'intérieur, ils découvrent une cargaison des plus inattendues, des barils scellés contenant des explosifs et du cyanure, le tout soigneusement dissimulé sous des couches de poussière de ciment. Cette découverte choquante marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Les autorités, sous la direction de Traoré, se rendent vite compte que ce n'est pas une simple saisie de contrebande, mais la mise en lumière d'une guerre cachée. Une guerre qui se mène en silence, sous le radar de l'actualité, mais qui menace de déstabiliser la nation tout entière. Les barils de cyanure auraient pu empoisonner les rivières, les explosifs auraient pu déclencher des attentats à tout moment. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les frontières physiques du pays, mais d'une lutte pour préserver la vie et la sécurité des citoyens. Le directeur des douanes, après avoir reçu la confirmation des douaniers, décide de convoquer une réunion secrète avec les hauts responsables militaires. En quelques heures, des ingénieurs et des soldats arrivent pour sécuriser la zone. Les camions sont isolés, les barils marqués et les preuves recueillies. Un silence de fer règne sur les lieux, car les enjeux de cette opération vont bien au-delà de ce que l'on imagine. Une fois de plus, le Burkina Faso se retrouve à un carrefour critique, à la fois vulnérable et prêt à riposter. La découverte des explosifs et du cyanure dans les camions de contrebande marquait un tournant décisif, mais c'est lorsque les données ont été analysées que la gravité de la situation a pleinement éclaté. En effet, cette saisie n'était que le début d'un enchevêtrement bien plus vaste, où chaque chiffre comptait. Les enquêtes ont révélé que les matériaux dangereux transportés par les trafiquants ne concernaient pas seulement des marchandises illégales, ils étaient destinés à des attaques terroristes. En étudiant les documents saisis, les douaniers ont pu retracer l'origine de ces cargaisons. Les autorités ont d'abord observé les schémas logistiques. Des livraisons similaires avaient eu lieu de manière régulière, chaque mois et en grande quantité. Au total, 12 camions avaient franchi les points de contrôle entre septembre 2023 et janvier 2024,
tous sous l'apparence d'importation légale. Chaque chargement contenait en moyenne entre 3 à 5 tonnes de matériaux chimiques et explosifs destinés à alimenter un réseau terroriste qui, jusqu'alors, était resté sous le radar. Les informations étaient claires, chaque tonne de cyanure était suffisante pour empoisonner une grande portion des ressources en eau d'une ville de taille moyenne. Les douaniers ont aussi mis à jour des informations concernant les itinéraires empruntés. Ces trajets, d'apparence anodin, suivaient toujours des routes moins surveillées, souvent proches des zones frontalières où les contrôles étaient sporadiques. Ce détail a permis de cerner le réseau de manière plus précise. Les enquêtes ont démontré que les conteneurs de matières dangereuses n'étaient pas seulement stockés à proximité de la frontière burkinabé. Ils provenaient de plusieurs pays voisins, mais étaient tous dirigés vers le Burkina Faso, ce qui soulignait un effort coordonné de plusieurs groupes criminels interconnectés répartis entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces informations ont été corroborées par les traces laissées dans les documents de transport et les messages interceptés. Une autre donnée clé a été le nombre d'interactions entre les réseaux criminels. Des dizaines de faux documents ont été retrouvés parmi les cargaisons, et il a été prouvé que ces faux papiers étaient régulièrement utilisés pour dissimuler la nature des produits. Ces documents étaient rédigés avec une telle précision que l'on en venait à se demander si certains officiers corrompus ou au moins complices ne faisaient pas partie du réseau de distribution. Ce phénomène a confirmé une hypothèse de plus en plus répandue parmi les analystes de l'intelligence militaire. Le système de contrebande était non seulement international, mais aussi profondément enraciné à l'intérieur du pays. En termes de chiffres, les autorités ont estimé que les trafiquants avaient tenté de faire passer plus de 50 tonnes de produits chimiques en 6 mois, dont 12 tonnes d'explosifs destinés à alimenter les insurgés opérant dans la région du Sahel. Le potentiel destructeur de cette cargaison est inimaginable. Chaque tonne d'explosifs aurait suffi pour créer plusieurs dizaines de foyers de chaos, amplifiant les conflits et créant des dévastations humanitaires majeures. De plus, la saisie de ces substances chimiques a permis de déjouer un plan plus vaste, la contamination de plusieurs sources d'eau dans des zones stratégiques, provoquant une crise sanitaire d'ampleur. Les autorités burkinabées ont donc non seulement mis à jour un réseau criminel bien organisé, mais elles ont également permis de neutraliser une menace immédiate qui aurait pu affecter toute la région. En tout, les chiffres ont prouvé une chose. La menace était bien plus vaste et bien plus organisée qu'on ne l'avait imaginé. Et elle aurait pu déstabiliser l'ensemble du Sahel. Les preuves étaient accablantes, mais l'ampleur du réseau criminel impliqué soulevait des questions plus larges. D'un côté, il y avait ceux qui soutenaient que le Burkina Faso, malgré ses progrès sous le leadership d'Ibrahim Traoré, n'était pas encore capable de faire face seul à des menaces aussi complexes. Ces voix s'appuyaient sur le fait que le pays, après des décennies d'instabilité politique, n'avait pas les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre des groupes aussi bien financés et organisés. L'une des principales critiques formulées par les experts internationaux était que, sans l'aide de forces étrangères, la répression des réseaux terroristes et criminels au Burkina Faso ne pourrait pas être pérenne. Ils citaient l'exemple de la Libye ou du Mali, où les interventions militaires internationales ont été cruciales pour contenir l'extinction de groupes armés. Mais une question restait. Dans quelle mesure cette aide étrangère compromet-elle la souveraineté nationale ? À l'opposé de ce point de vue se trouvait la position défendue par Traoré et ses partisans. La souveraineté du Burkina Faso ne pouvait plus être sacrifiée pour des raisons de confort diplomatique. Traoré avait fait le choix de renforcer l'État burkinabé, d'accorder la priorité à la formation locale des officiers et des soldats, et de se concentrer sur des stratégies internes. Le capitaine avait fermement rejeté l'idée que son pays devait dépendre des puissances étrangères pour sa survie. Nous devons défendre notre dignité avec nos propres moyens, avait-il déclaré lors d'une de ses premières interventions publiques en tant que leader. Ce choix, selon ses défenseurs, n'était pas un acte de défi, mais une décision logique basée sur les circonstances du moment. En refusant l'aide étrangère, Traoré renforçait la capacité de son peuple à se défendre, et c'est ainsi qu'il envisageait la reconstruction du pays.
à travers l'autonomie, la discipline et la solidarité nationale. Mais les critiques persistaient. En dépit des réformes ambitieuses de Traoré, certains experts soutenaient qu'un tel isolement stratégique exposait le pays à des risques énormes. Les ressources limitées du Burkina Faso, en termes de financement et de technologie, pouvaient-elles soutenir une telle politique face à des groupes terroristes de plus en plus sophistiqués ? Le choix de Traoré d'affronter seul les réseaux criminels était certes un acte de souveraineté, mais n'était-ce pas aussi un pari risqué qui pourrait coûter cher à son peuple ? D'un autre côté, l'argument selon lequel cette indépendance était nécessaire pour protéger l'intégrité du pays et maintenir sa dignité était puissant. L'équilibre entre la nécessité d'une aide internationale et la volonté de préserver l'indépendance nationale est sans doute l'un des plus grands défis auxquels le Burkina Faso doit faire face. Traoré, avec sa vision audacieuse, a montré que la souveraineté et la résilience du pays pouvaient être réalisées par l'action directe et la mobilisation interne. Mais cela suffira-t-il face à une menace qui dépasse largement les frontières du pays ? Ce que les autorités burkinabées n'avaient pas prévu, c'était l'ampleur de la menace. Lorsqu'un simple convoi de camions a été intercepté, ils ont découvert que les explosifs et les produits chimiques étaient seulement la partie émergée de l'iceberg. En poursuivant leurs investigations, les autorités ont révélé l'existence d'un réseau terroriste international qui utilisait le Burkina Faso comme point d'entrée principal dans le Sahel. Les trafiquants avaient infiltré chaque maillon de la chaîne, des fournisseurs, des fabricants de faux documents, des contrebandiers et même des complices à l'intérieur du gouvernement. C'était bien plus qu'une simple contrebande. C'était un réseau bien organisé, déterminé à déstabiliser toute la région. L'ampleur du réseau a choqué même les officiers les plus expérimentés. Ce qui semblait être une victoire initiale contre la contrebande est rapidement devenu une guerre cachée, bien plus complexe et menaçante. Les autorités ont dû faire face à un dilemme, agir rapidement pour démanteler ce réseau tout en protégeant les citoyens du pays ou risquer de laisser la situation se détériorer. Ce tournant a révélé la fragilité du système national et la profondeur du travail à accomplir pour assurer la sécurité du pays. Les résultats de l'opération contre les réseaux criminels ont été immédiats et spectaculaires, mais les conséquences à long terme étaient tout aussi profondes. En neutralisant un réseau de contrebande aussi vaste, le Burkina Faso a non seulement mis en échec un complot visant à déstabiliser la nation, mais a également envoyé un message fort à ses voisins et au monde entier. Le pays était prêt à se défendre, même seul. Cette victoire a renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré, qui est passé de simple dirigeant militaire à symbole d'une souveraineté retrouvée. Cependant, ce succès a également révélé la fragilité du Burkina Faso. Bien que l'opération ait mis à jour un réseau de trafic d'une ampleur jamais vue, elle a aussi montré la vulnérabilité du pays face à des menaces internes et externes. La découverte de la contrebande, bien que triomphante, a mis en lumière les faiblesses systémiques qui existent encore. Une corruption persistante, des institutions qui, bien que réformées, manquent de moyens et de coordination pour faire face à des défis aussi complexes. Le réseau terroriste qu'ils ont démantelé ne représentait qu'une partie du problème. Les groupes armés du Sahel, de plus en plus sophistiqués et résilients, exploitent la pauvreté et l'instabilité pour se propager. Ils ne sont pas simplement des bandits, mais des acteurs politiques, avec des objectifs stratégiques à long terme. En conséquence, même si l'opération de Traoré a été un succès, elle n'a fait qu'effleurer la surface de la lutte à mener. Pour maintenir cette victoire, il serait essentiel que le gouvernement continue de développer des stratégies de sécurité plus profondes, en améliorant la formation des officiers, en renforçant la coopération entre les agences de renseignement et en régénérant les infrastructures de l'État. Sur le plan international, cette victoire a aussi eu des conséquences notables. Les nations occidentales, qui avaient longtemps hésité à soutenir Traoré en raison de son indépendance apparente, ont commencé à revoir leur position. Bien que sceptiques, elles ont dû admettre que l'approche burkinabé centrée sur la souveraineté nationale et le renforcement de ses propres forces de sécurité pouvait être plus efficace que l'aide extérieure à long terme. Cela a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre le Burkina Faso et l'Occident, où la coopération pourrait désormais se concentrer davantage sur des partenariats équilibrés. Mais à l'intérieur du pays,
les défis restent énormes. Le sentiment de fierté nationale, bien que croissant, doit se traduire par des actions concrètes pour renforcer la stabilité interne. Traoré a réussi à galvaniser la population, mais la gestion de l'après-guerre contre le terrorisme sera tout aussi cruciale. La lutte ne s'arrête pas à la frontière, elle doit s'étendre à l'économie, à la gouvernance et à la reconstruction du tissu social du pays. La véritable victoire ne résidera pas seulement dans l'élimination des menaces immédiates, mais dans la capacité du Burkina Faso à se reconstruire de manière autonome et durable. À 6 mois de l'opération de saisie, le Burkina Faso se trouve à un tournant stratégique. Alors que le pays a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la contrebande et les menaces internes, l'avenir reste incertain. 3 scénarios possibles se dessinent, chacun avec des implications profondes pour la stabilité du pays et de la région. Une stabilité durable. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso réussit à capitaliser sur ses succès récents. La réforme des forces de sécurité et des douanes devient un modèle de gouvernance efficace et la lutte contre la corruption gagne du terrain. Les infrastructures de sécurité, une fois renforcées, permettent de maintenir un contrôle plus serré sur les frontières et d'empêcher l'entrée de nouvelles menaces. Le pays parvient à développer des partenariats internationaux solides, en particulier avec les États voisins et les organisations multilatérales. La croissance économique, stimulée par des investissements internes, commence à se relancer. Le moral de la population est élevé et l'État reprend peu à peu le contrôle total de son territoire. Cependant, cette stabilité dépend de la capacité de Traoré et de son gouvernement à maintenir unité et discipline tout en gérant les défis internes. Une coopération étroite avec la société civile et les leaders locaux sera cruciale. Des progrès modérés mais fragiles. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de lutter contre les menaces terroristes et criminelles, mais de manière plus modérée. Le pays parvient à maintenir un certain niveau de sécurité, mais la menace persiste, notamment avec les groupes armés du Sahel. Les réformes du gouvernement Traoré rencontrent des obstacles en raison de la résistance interne et d'une économie toujours fragile. Bien que la corruption diminue, elle reste présente dans certains secteurs clés. Les investissements étrangers, bien qu'encourageants, sont insuffisants pour relancer une économie dévastée par des années de guerre et de récession. La population, bien que soutenant Traoré, commence à douter de la capacité du gouvernement à éradiquer définitivement les menaces. Ce scénario pourrait se traduire par une stabilité relative, mais avec des tensions internes et une instabilité régionale persistante. Retour à l'instabilité. Dans le pire des cas, le Burkina Faso se retrouve pris au piège de la violence et de l'instabilité. Les groupes armés prennent de l'ampleur et parviennent à pénétrer davantage dans le pays, en particulier dans les régions frontalières où les contrôles sont faibles. La corruption, bien qu'en baisse, reste un problème majeur, entravant l'efficacité des réformes. Le gouvernement de Traoré, bien que toujours populaire, perd de son autorité face à une crise économique persistante et à des pressions extérieures. L'isolement stratégique du pays, tout en étant un symbole de souveraineté, rend la situation encore plus difficile à gérer. Les partenaires internationaux, hésitant à intervenir directement, se contentent de fournir une aide humanitaire, mais pas de soutien militaire ou logistique. Le pays pourrait se retrouver dans une spirale d'instabilité politique et militaire avec des conséquences graves pour la région du Sahel. L'histoire du Burkina Faso, et plus particulièrement celle du capitaine Ibrahim Traoré, résonne bien au-delà de ses frontières. À travers sa lutte pour la souveraineté et l'indépendance, le pays incarne un modèle de résilience et de courage face à l'adversité. Mais pourquoi ce récit est-il si important pour nous tous ? Parce que dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, l'idée de souveraineté nationale semble souvent un concept désuet, voire utopique. Pourtant, le Burkina Faso prouve qu'une nation, même en proie à des défis immenses, peut se tenir debout et se défendre seule, sans céder à la pression extérieure. Cette bataille, bien que spécifique à un pays du Sahel, touche une corde sensible dans tous les coins du globe. Que nous soyons au cœur de l'Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs, nous sommes tous témoins des conséquences de l'instabilité mondiale, qu'elle soit économique, géopolitique ou environnementale.
L'histoire de Traoré et du Burkina Faso nous rappelle que la souveraineté ne se gagne pas simplement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits et dans les cœurs des citoyens. C'est une question d'identité, de dignité et de résilience face à un monde qui cherche parfois à imposer ses propres règles. Les actions de Traoré, soutenues par une population déterminée, nous montrent qu'il n'y a pas de combat trop grand pour une nation unie. Et même si l'avenir du Burkina Faso reste incertain, son exemple prouve qu'il est possible de se lever, de résister et de se reconstruire, quelles que soient les forces opposées. Alors que le Burkina Faso se relève d'une période de grande instabilité, la route vers un avenir stable et prospère est encore semée d'embûches. Le gouvernement de Traoré a montré qu'une action décisive était possible, mais la tâche reste colossale. Pour sécuriser l'avenir de la nation, plusieurs étapes clés doivent être mises en place. La première étape est d'asseoir la légitimité des forces de l'ordre. Cela passe par une formation continue des soldats et des douaniers, un renforcement de la coopération interagences et surtout une transparence totale pour lutter contre la corruption interne. Les réformes doivent aller au-delà des structures existantes pour intégrer des technologies modernes de surveillance et de renseignement permettant de mieux identifier et détruire les réseaux criminels avant qu'ils ne se propagent. Le soutien aux gouvernements locaux et aux communautés doit être la deuxième priorité. Le pays doit promouvoir un modèle de gouvernance décentralisée qui inclut la population dans la prise de décision. Cela favorisera une plus grande responsabilité, tout en renforçant le lien entre l'État et ses citoyens. Les villages et régions frontalières doivent être particulièrement surveillés et soutenus pour empêcher l'infiltration de groupes terroristes. Une autre solution essentielle réside dans le soutien à l'économie locale. Le Burkina Faso doit moins dépendre de l'aide extérieure et plus se concentrer sur le renforcement de son secteur agricole en augmentant les rendements et en diversifiant les produits. L'agriculture est le pilier de l'économie burkinabé et sa modernisation était la clé d'une stabilité durable. Enfin, le Burkina Faso doit chercher à renforcer ses partenariats régionaux avec les pays voisins. La coopération au sein du G5 Sahel doit être approfondie avec des stratégies communes contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Le Burkina Faso doit jouer un rôle central dans cette dynamique régionale, non seulement pour sa propre sécurité, mais pour celle de toute la région. À travers les défis qu'a rencontrés le Burkina Faso, une vérité profonde émerge. La force d'une nation ne réside pas uniquement dans ses armées, mais dans la conviction de ses citoyens et dans leur volonté collective de se défendre. Le capitaine Ibrahim Traoré, tout en incarnant cette vision d'un pays qui se redresse après des années d'instabilité, a aussi montré que l'esprit de résistance est plus sain et plus puissant que les armes.